Hola, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de décembre avec Holden qui fait des va-et-vient et je m'en excuse. J'ai pas beaucoup lu durant ce mois de décembre, comme vous le savez, j'étais en pleine panne de lecture, j'ai très peu lu entre mi-novembre et fin décembre. Ça commence à revenir doucement en janvier, mais d'habitude en janvier je carbure et je lis une vingtaine de bouquins. Là, clairement, mes objectifs ils sont pas aussi hauts. Si j'arrive à en lire 5-6, je serais déjà heureuse. C'est dur de reprendre après ne plus avoir lu pendant un certain temps. Surtout que j'ai l'habitude de dégommer des livres. Et là, de plus y arriver, c'est frustrant au possible. Mais je vais quand même vous présenter les quelques livres que j'ai lus. En sachant que j'ai lu 8 livres, mais il y a un abandon dans le lot et j'ai dû lire 4 graphiques. Donc ça va être assez court et je vais commencer maintenant. J'ai commencé mon mois en lisant Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et de Marie Alino. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, étant donné que les autrices me l'avaient envoyé dédicacé. Ah oui, bon, grosse fangirl. J'avais adoré le titre précédent qui est La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est vraiment mon tome préféré. J'ai une histoire avec cette saga parce que vraiment... j'avais commencé à lire les premiers chapitres sur Wattpad de La nuit où les étoiles se sont éteintes, que j'aimais beaucoup. J'avais hâte qu'il y ait un petit film qui retraçait tout ça. Finalement ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. Et j'en ai parlé, je crois que c'était à Montreuil, au moins en 2019, hein. Peut-être même en 2018. Je sais plus, j'en parlais à Marie, elle me disait ouais mais genre vas-y continue sur Wattpad, c'est trop bien, il va bientôt sortir en papier. Et il est sorti en papier et je l'ai dégommé et... Avec du recul, je sais que ça a été un petit coup de cœur parce que la seule chose qui m'a manqué dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est qu'on voyait les autres personnages qui gravitaient autour de Finn, mais c'était pas très approfondi. Genre on voyait suffisamment pour attiser la curiosité, mais ça allait pas plus loin. Et c'était la petite chose qui m'avait manqué. Sauf que depuis, les autrices ont décidé d'écrire un tome sur chacun des personnages secondaires, enfin sur chaque membre de ce groupe d'amis. Et si dans le premier tome on suivait Finn, dans ce deuxième tome on suit Nate, qui est mon personnage préféré depuis que je l'ai entreaperçu dans un chapitre sur Wattpad. J'étais là, oh, lui l'homme de ta vie, Pauline. Finalement, c'est pas tant l'homme de ma vie que ça. C'est un personnage qui me touche beaucoup et je relate à certaines situations et il a une relation très proche et très privilégiée avec son grand-père et je l'aime, ok, mais je trouve que le roman sur Finn était peut-être plus abouti et plus... je sais pas, j'étais beaucoup plus émue finalement par Finn que par Nate, alors que Nate c'est mon foufou quoi. Après, j'ai peut-être une explication à ça. Peut-être que j'aimais Nate sous la plume, enfin sous le prisme de Finn. Genre, j'aime la version de Nate racontée par Finn. Bref, j'avais adoré le premier tome qui grosso modo raconte l'histoire de Finn, qui est un garçon qui a pas mal de problèmes, dont le père est décédé, dont la mère est en prison. Il va se retrouver à aller, je ne sais plus le nom de la ville, je sais plus le nom de l'état ou de la ville, mais bref, il va devoir changer d'état et recommencer plus ou moins sa vie avec son oncle qu'il connaît très peu. Son oncle qui est musicien, qui ressemble pas forcément à Monsieur Tout-le-Monde non plus. Finn va rencontrer toute une bande de gens, dont Kenna qui est complètement chaotique, mais c'est celle qui va un peu le ramener dans la bande. Ils vont plus ou moins se lier d'amitié parce que Finn est assez distant, et dans ce tome-ci on suit du coup l'histoire de Nate. Mon bébé quand même, vous voyez, ici on suit Nate qui a un père militaire, qui a une mère psychologue qui est un peu effacée, Nate qui souffre de dépression. Je suis pas sûre que ce soit clairement dit dedans, mais quand même, niveau trouble anxieux et dépression, on est pas mal. Nate est gay, son père l'ignore complètement et il vit dans un état qui est pas forcément le plus inclusif et le plus queer possible, hein. C'est pas un quartier de New York ou de Los Angeles quoi. Et Nate a beaucoup de mal à se remettre du décès de son grand-père et du fait que l'un de ses amis est devenu l'un de ses harceleurs parce qu'il est gay et que ça ne se fait pas d'être gay apparemment. Et voilà, on suit l'histoire de Nate, comment est-ce qu'il a rencontré toute la bande de potes, son attachement pour Finn également. Et c'est un très bon young adult, c'est très bien, enfin c'est très bien écrit. C'est pas une plume incroyable, mais moi je trouve que ça se fait tout seul et c'est ma conception d'être bien écrit, ma vision des choses en tout cas. J'ai lu ce livre maintenant parce que... Non, normalement le livre sera pas sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo, mais il y a le troisième tome. Ce sont des tomes compagnons, mais il y a le troisième tome qui sort tout bientôt, c'est Ces prières que je fais dans le noir, je crois. Et c'est sur Jagger, et Jagger est un personnage auquel je m'étais déjà un peu attachée dans La nuit où les étoiles sont éteintes. Je me suis encore plus attachée à lui dans ce tome-ci, tout en sachant qu'il allait avoir un troisième tome sur lui.
Donc j'ai hâte de le lire, il est déjà précommandé chez mon libraire et j'ai hâte de le recevoir. Et voilà, vraiment lisez cette saga. Ce sont vraiment des tomes compagnons si vous commencez par celui-là. Bien sûr que vous allez être spoilé de La nuit où les étoiles sont éteintes, mais comme c'est des points de vue différents, vous avez aussi des scènes qui diffèrent et c'est très bien fait. Et voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Marie depuis très longtemps. Enfin ça fait un moment que je lis ses bouquins. Nin pareil, je l'avais connue à l'époque où elle faisait encore des vidéos sur YouTube. Et voilà, je suis très attachée aussi aux autrices, mais c'est de la bonne qualité aussi. Ensuite, on va faire une petite pause graphique parce que j'ai découvert une petite saga que j'aime beaucoup, les carnets de l'apothicaire. Je vous présente le tome 1 et le tome 2. Oui, c'est ça. Je suis très mauvaise pour faire des résumés, mais en gros, c'est plus ou moins un manga historique, en tout cas dans un univers, parce que ça a l'air d'être de la fantasy, dans un univers qui pourrait s'apparenter à un univers historique. Je connais absolument pas les airs du Japon, genre les différents moments, les empereurs, les machins, je n'y connais rien. Tant la Corée ça va à peu près, autant le Japon mais pas du tout. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais on suit une jeune fille qui a été kidnappée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et elle va se retrouver à un peu errer, non, elle va se retrouver dans un peu la cour générale, elle n'est pas forcément très appréciée et un jour parce qu'elle a des connaissances en médicaments, fleurs, tout ce qui, c'est carnet de l'apothicaire, donc voilà, elle va pouvoir monter d'un grade et être un petit peu mieux placée, elle va être plus ou moins proche de la famille impériale, voilà, et on suit ces petites concoctions, on suit des conflits, bon, on va dire des conflits d'intérêts, etc. On la suit, c'est une jeune femme, elle est hyper attachante, j'aime beaucoup les personnages secondaires. Je sais très mal vous résumer cette histoire, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime au point où j'ai encore 4 autres tomes de la saga que j'ai acheté. Et qu'il faut que je lise du coup. Mais d'habitude je n'achète pas en amont mes tomes de manga. Mais là oui, parce que il n'y a pas trop de doute sur le fait que je vais aimer la suite, même si le premier tome était un coup de cœur, le tome 2 m'a moins plu. C'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il m'a moins plu. Donc je pense qu'on va rester sur une saga plutôt bonne dans son ensemble, mais que je vais pas adorer non plus. Genre je vais vous la recommander parce que j'aime bien, mais c'est pas la saga de la suite. Je vais vous parler d'un autre manga que j'aime beaucoup. Il y a que un tome que j'ai lu, il y en a 2. Ok, le deuxième est dans ma palle mais je ne l'ai pas encore lu. C'est Sur la colline où poussent encore ses fleurs, donc le tome 1. Ici on suit une jeune fille qui s'appelle Yuri, qui est en conflit avec sa mère et un jour elle part énervée. Elle n'est pas très douée pour les études et un peu plus tôt elle a étudié grosso modo la Seconde Guerre mondiale en cours et le cas des kamikazes. Et Yuri elle part énervée de chez sa mère, elle s'endort dans un abri anti-bombe. Je sais que ça a un nom mais je n'arrive pas, genre une sorte de bunker, enfin bref. Elle se met à l'abri, sauf que à son réveil elle trouve ça bizarre parce qu'elle reconnaît pas forcément le quartier, elle trouve qu'il y a beaucoup de végétation, que les rues sont un peu bizarres. Et elle finit par réaliser qu'en fait elle a été projetée en 1945. Elle va devoir survivre dans ce monde parce qu'elle a beau essayer de se rendormir là où elle s'était endormie précédemment, elle ne revient pas à son époque, elle ne retrouve pas sa mère. Du coup Yuri, elle va devoir s'adapter à cette nouvelle vie. Elle va travailler dans une espèce d'auberge. Entre temps elle avait rencontré aussi un garçon qui était militaire, qui l'avait conduit dans cette auberge il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ce garçon va plus ou moins toujours rester dans sa vie, dans son environnement. Sauf que au fur et à mesure qu'elle discute avec lui et qu'elle discute avec d'autres japonais, parce que c'est une auberge donc les gens viennent manger etc. Elle se rend compte que ce garçon qu'elle a croisé est un futur kamikaze. Son but dans la vie c'est d'aller dans un avion et de tirer sur des gens, des américains surtout, pour les tuer, enfin c'est une attaque suicide quoi. Elle comprend pas surtout que vraiment cet homme et même toute la base militaire, hein, tous les militaires présents sur place, sont convaincus qu'en faisant ça ils servent l'empereur et ça va mener à la victoire du Japon, alors que Yuri elle a complètement conscience que le Japon va finir perdant de cette guerre et que toutes ces morts vont être vaines. Donc elle est partagée entre il faut que je leur dise et en même temps elle sait qu'elle appartient pas à ce monde là, donc quoi qu'elle dise elle va pas changer le cours des choses. En plus de ça, Yuri qui était assez rebelle et qui s'isolait beaucoup et qui était vraiment mal dans sa peau, dans sa tête, elle va faire des rencontres avec plein de personnes dont justement la dame qui gère l'auberge, et elle va lui permettre de vraiment s'émanciper et s'épanouir et
À côté de ça, Yuri, elle est aussi confrontée à la guerre, c'est-à-dire au bombardement, à la peur de perdre ses proches, de perdre son logement, de perdre tout ça. Et c'est très bien fait, j'ai beaucoup aimé, alors que je suis pas du tout fan des romans historiques, encore moins quand ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Mais je sais pas, celui-ci m'a fascinée, franchement c'est un bon manga. J'ai la suite dans ma palle, mais comme je vous disais, j'ai été en panne de lecture, donc je voulais pas me forcer à lire un livre pour ne pas l'aimer derrière. Donc là il va bientôt y passer, parce que je n'en peux plus, surtout que j'ai prévu un petit Jonathan, et ça peut très bien le faire. Genre un manga entre deux grosses lectures, quand c'est 3 h du matin et que t'as juste envie de dormir, mais il faut que tu tiennes, ça pourrait le faire. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer la couverture d'un livre que je n'ai plus en ma possession parce que je l'ai revendu depuis. Il s'agit de Impossibles adieux de Han Kang, dont j'avais déjà parlé dans un vlog, sauf que comme vous le savez je répertorie toutes mes lectures lors des bilans mensuels. Je ne sais même pas comment vous résumer ce livre tellement il est... Voilà. Ici on suit l'histoire de deux jeunes femmes qui sont amies, qui n'ont pas besoin de se voir quotidiennement mais qui pourront toujours compter l'une sur l'autre. Surtout quand il y a l'une d'entre elles, parce que forcément j'ai oublié les noms, encore plus quand ce sont des noms coréens, vous pensez bien. Mais l'une d'entre elles un jour va être hospitalisée, elle envoie un message à son amie en lui disant de venir de toute urgence dans tel hôpital. Sa copine débarque, elle comprend pas trop parce que c'est un centre hospitalier dédié un peu aux victimes de guerre et de gens qui ont subi des démembrements, enfin bref, des bras arrachés, tout ce genre de choses. Et quand elle débarque sur place, elle voit que son amie a des doigts qui ont été sectionnés et qu'il faut qu'elle soit hospitalisée pendant un certain temps pour recevoir des soins pour garder ses doigts sains, pour pas qu'ils gangrènent et qu'on doive l'amputer. Sauf que son amie a une demande, elle lui demande d'aller à Jeju pour s'occuper de ses perroquets qu'elle adore et vraiment elle peut pas... Ou de son perroquet ? Non, de son perroquet, il y en a qu'un seul. De son perroquet qu'elle adore et vraiment elle veut pas qu'il meure, c'est toute sa vie, c'est hyper important et voilà. Et donc on suit cette femme qui va se rendre à Jeju contre vent et marée parce que vraiment météo de merde ce jour-là, enfin Jeju en hiver c'est un peu compliqué. Et on suit à la fois cette amitié, parce que c'est en toile de fond c'est cette amitié, et en même temps un fait historique. Je suis vraiment très brouillon mais je suis obligée de vous parler brièvement l'histoire de la Corée du Sud et notamment de Jeju pour que vous compreniez cette histoire et de l'importance de ce livre, même si personnellement je comprends pas le livre. En gros la Corée du Sud a été colonisée par le Japon en... je crois que c'est 1904 et j'ai toujours un doute avec 1905. Mais bref, elle a été colonisée par le Japon. Ensuite il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les Japonais sont petit à petit partis de la Corée du Sud grâce notamment aux Américains. Il y a eu cette fameuse ligne, le 38e parallèle entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, genre l'URSS Corée du Nord et la Corée du Sud pour les États-Unis. Là on est en 1945, mais en 1950 vous avez la guerre de Corée donc qui affronte le Nord et le Sud. Voilà, grosso modo c'est ça. Sauf que entre les deux, entre 45 et 50, il s'est quand même passé beaucoup de choses, et notamment à Jeju, parce que Jeju c'est une île qui était bien située par rapport au Japon, et au niveau plein de commerce, etc. elle était bien située. Et il y a eu beaucoup de communistes aussi à Jeju, et il y avait surtout une propagande qui tournait, et donc là ça se passe entre, je crois, 47 et 53, parce que du coup c'est la fin de la guerre, c'est en 53. Il y a une grosse propagande en disant que des communistes se seraient cachés dans la montagne, parce que Jeju c'est une île qui est très montagneuse et qui a... Elle est incroyable cette île, vraiment renseignez-vous sur cette île, elle est formidable aussi bien au niveau de la végétation, au niveau des animaux, au niveau de son histoire, du matriarcat un petit peu... Oh là là mon dieu, incroyable Jeju, vraiment mon endroit sur terre que je veux le plus visiter c'est Jeju. On en est là quand même les gars. Bref, il y aurait eu des communistes qui se seraient cachés dans les montagnes de Jeju et c'est une propagande parce qu'on sait jamais pas trop ce qu'il en est. Et en gros des soldats et des gens qui se prenaient pour des soldats genre en mode hyper patriotique, bref. Ils allaient dans des familles et prenaient les hommes, ils disaient ouais mais toi t'es communiste, on t'a vu traîner avec machin, on sait que t'es communiste. Et il y a eu des milliers de morts sur cette île et c'était vraiment, enfin des bébés ont été tués. Genre à quel moment un bébé peut être communiste? Et dans Impossibles adieux, on parle de cette tragédie-là, de tout ce qui s'est passé, enfin d'une partie de ce qui s'est passé à Jeju, mais on ne nous le raconte pas de manière historique comme je viens de vous le faire, alors très vulgarisé, on est bien d'accord, mais on ne parle pas de tout ça, on parle de corps qu'on retrouve et on est dans un univers fantastique où on voit un peu genre des fantômes du passé. Et justement ce devoir de mémoire qui est très important parce que c'est en se souvenant qu'on ne reproduit pas les mêmes erreurs. Mais on parle de tout ça dans ce livre, sauf que c'est fait d'une façon tellement étrange, à la façon Han Kang en fait, qui fait que des trucs chelous,
que vraiment je n'ai pas compris ce livre. C'est parce que j'avais des bonnes ressources sur l'histoire de Jeju et sur ce qui s'est passé en termes de communisme et les attaques, etc. que j'ai compris le fond de l'histoire, parce que autrement, quelqu'un qui ne connaît pas la Corée du Sud et son histoire, et l'histoire de Jeju surtout, parce que c'est quand même assez spécifique, hein. Si vous connaissez juste la guerre de Corée et la Seconde Guerre mondiale, vous êtes paumé. Je ne comprends pas comment les gens peuvent comprendre ce livre. Je ne sais pas comment les gens peuvent apprécier une œuvre sans comprendre tous les parallèles qui sont faits derrière. Et encore, moi j'ai saisi ce parallèle-là, mais je suis sûre que je suis passée à côté de la moitié des éléments. Mais c'est bien écrit, genre c'est une jolie plume, une jolie trad, parce que c'est de la traduction. Je vois les thématiques, mais je n'ai pas compris ce livre. C'est comme, au début, on fait une fixette sur un testament de l'une des femmes, et tu te dis, ah bah ça se trouve elle va mourir. On n'entend plus parler après. J'étais là, mais vraiment, pourquoi tu ouvres une brèche si tu ne donnes pas les explications derrière? Et j'étais frustrée. Et pourtant j'ai vraiment aimé ce bouquin, enfin j'ai vraiment aimé ce bouquin. Ce bouquin m'a marqué, mais je ne l'ai pas compris. Je comprends pas. Et vraiment, si vous avez lu Impossibles adieux, mais dites-moi, mais parlons-en. Et dites-moi quel niveau vous avez en termes d'histoire de la Corée du Sud, parce que si vous êtes très calé, vous pourrez aussi m'expliquer des choses, parce que vraiment, je sais que Han Kang c'est une référence en matière de littérature coréenne, mais j'ai lu La Végétarienne, et même s'il m'a marqué, j'ai rien compris. J'ai lu, oh j'oublie toujours le titre, mais sur ce qui se passe au niveau de la catastrophe de Gwangju. Genre, je comprends ce qui s'est passé, je connais la catastrophe de Gwangju, du coup j'étais là, ah oui, je comprends. Mais en même temps, j'ai pas compris la forme, en fait, de l'histoire, j'ai compris le fond, mais pas la forme. Et là, Impossibles adieux, pareil. Et j'ai encore le son de grec dans ma palle, et je sais pas ce que ça va donner, parce que cette autrice, c'est un ovni pour moi. J'essaye de la comprendre, hein, désespérément, hein. Mais comprends pas, trop bête pour lire du Han Kang en fait. J'ai ensuite commencé un livre que j'ai fini par abandonner, je sais pas si j'ai encore mon marque-page, si. J'en suis arrivée à la page 196 sur presque 400 je crois, 343. Ah j'aurais pu me forcer mais quand même flemme. Donc j'ai abandonné le livre Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Ludo que vous connaissez sûrement parce qu'il fait des chroniques sur internet, c'est un booktubeur quoi. Et il a écrit du coup son premier roman, enfin sa première romance de Noël. Et il a été publié chez Hugo, et moi je suis genre méga fan des romances de Noël de chez Hugo, sauf que là ça ne l'a pas du tout fait. Genre vraiment pas du tout. Parce que j'ai atteint les 200 pages, mais il y a plein de fois où j'ai lu en diagonale parce que c'était long, c'était lourd. Ici on suit Manon qui doit retrouver ses parents à Noël, sauf qu'elle en a marre qu'on lui fasse le remarque sur son célibat. Elle va se chercher un fake boyfriend sur une application. Et elle est trop contente parce qu'elle a trouvé quelqu'un, elle se dit ah voilà je vais arriver avec un beau gosse, je vais prétendre que c'est mon copain, au moins on va me laisser tranquille et je vais passer un bon Noël cette fois. Sauf que le mec la plante et elle décide de se servir de son ex qui s'appelle Julien pour prétendre que c'est lui son mec. Donc lui il comprend pas trop parce qu'ils sont sortis ensemble mais ils ont rompu, personne ne le savait. Et il comprend pas pourquoi est-ce qu'elle ment là-dessus. Mais pour la famille ça fait sens, ah bah oui Julien et Manon ils ont toujours été amis, bien sûr qu'ils vont finir ensemble et que oh là là c'est logique que vous sortiez ensemble et c'est trop bien et machin. Sauf que Manon et Julien ont rompu pour une certaine raison. Et on va relater un peu tout ça, il y a pas mal de flashbacks, Julien est aussi très proche de quelqu'un, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais son ami est aussi omniprésent. Et ce qui m'a déplu aussi dans ce livre c'est que je connais un peu Ludo. On a parfois discuté ensemble mais surtout il y a quelques années et je connais un peu sa vie, je connais les grandes lignes de sa vie et en fait j'ai lu des romans de gens que je connais, c'est pas la première fois que je lis des romans de gens que je connais, qui sont plus ou moins connus mais voilà. J'arrive pas à faire un parallèle ou alors je vais dire ah ces thématiques ça lui est propre ou ça lui fait plaisir ou c'est important pour cette personne et genre mettre des valeurs dans un bouquin c'est ok. Mettre des éléments comme ça m'a un peu plus dérangée parce que je sais que Ludo a un meilleur ami et je sais les circonstances de leur amitié et le métier notamment de son ami et de retrouver ça dans un bouquin j'étais là mais en fait je suis l'histoire de Ludo ou est-ce que je suis l'histoire de Julien et Manon? Et du coup j'arrivais pas à me dissocier, à des moments vraiment j'étais gênée parce que j'étais là mais il nous raconte sa vie. Je sais que je suis méchante en disant ça mais vraiment j'arrivais pas à faire la part des choses parce que j'étais confuse. De même que la raison de la rupture avec Manon et Julien, elle est complètement random. Et je m'attendais pas à une raison aussi random. Je me suis dit ah non mais il va y avoir de la profondeur, il va y avoir du relief, il va y avoir... Et en fait non. Je me suis dit ah bah non ça va pas être ça. Vraiment j'ai évincé. Je me suis dit ça peut pas être ça la raison de leur rupture parce que c'est beaucoup trop réaliste et que quand on lit une romance de Noël on veut un truc réaliste mais un peu qui part dans tous les sens. Genre tu veux de la magie de Noël.
Et là, je sais l'amour qu'a Ludo pour Noël, mais je l'ai pas ressenti dans ce bouquin. J'ai pas senti la magie de Noël dans ce bouquin, alors que c'est le propre d'une romance de Noël. Genre vraiment, limite, la magie de Noël, ça passe avant la romance quand tu lis une romance de Noël. Mais là, non, j'étais là, ah d'accord. Et pareil, enfin, je sais que Ludo est proche de Karen Ponte, l'un des personnages s'appelle Karen, j'étais là. Il y a plein de choses comme ça où je voyais, enfin... Ça m'a gêné, vraiment que je puisse faire le rapport entre l'auteur et l'œuvre, normalement ça se passe pas chez moi. Et là je l'ai complètement fait et ça m'a vraiment troublée et j'ai pas aimé l'histoire et j'ai trouvé ça lourd et c'est pas hyper bien écrit mais en même temps c'est pas mal écrit. Enfin, j'ai lu tellement pire, j'ai lu quand même la traduction de 50 millions de degrés, donc à partir de là je pense que je peux tout lire, hein. Rien peut être plus nul que ça. Mais je sais pas, parfois c'est aussi un langage assez vieillot et j'étais là mais... Les personnages ont 20 ans, une vingtaine d'années, comment est-ce qu'elles peuvent avoir des réflexions, enfin des remarques de personnes qui ont 50 ans? Et c'est pas juste un délire entre eux, c'est vraiment genre la plume de l'auteur et ça m'a... Plein de choses qui... ça allait pas, c'était pas bon. Et ça m'a vraiment déçue et à un moment donné, bah... Surtout en panne de lecture, je me suis dit c'est quoi? Tu vas te forcer, tu vas finir le bouquin, tu vas dire bah il est mauvais, tu l'as pas aimé en tout cas. Et ça sert à rien de se forcer. Donc je l'ai mis en pause, je dis je reprendrai plus tard et le temps est passé et je ne l'ai pas repris et je ne le reprendrai pas. Et je pense que je vais le mettre en vente, je verrai si c'est sur Vinted ou si je fais une commande Gibert ou si je fais un collier Gibert, mais voilà, déçue, vraiment déçue. Ensuite, un nouveau graphique, j'ai lu le 3e tome de The Abandoned Empress de Ina. Vous savez que j'ai vraiment bien aimé le 1er tome et j'attendais beaucoup de la suite. Le tome 2 m'a vraiment déçue et le tome 3 était un peu le tome décisif de est-ce que je continue la saga ou pas. Et si je vous disais que pour les carnets de l'apothicaire j'avais acheté plein de tomes d'avance et que je savais que j'allais les lire et passer un bon moment, pour celui-ci j'achète vraiment tome par tome comme ça, quand ça me donne envie. Je ne vais jamais trop me devancer parce que je reste quand même très incertaine sur cette série, sur cette saga. Je trouve que c'est lent. Et j'en ai marre parce que vraiment le plot, enfin l'histoire même, l'intrigue, c'est que dans le 1er tome ça nous dit dans les 10-20 premières pages, donc je vous spoil pas grand chose. On suit cette jeune fille qui était promise à un homme, mais enfin c'est une prophétie qu'il l'avait fait se promettre à cet homme, et un jour une femme va arriver d'un autre univers, d'une autre contrée de je ne sais plus quoi, et elle va finalement épouser cet homme, mais cet homme va avoir une relation complètement toxique avec cette femme où ça va devenir une sorte de maîtresse pour lui. Et finalement, elle va se retrouver dans des embrouilles, elle va être condamnée à mort, et elle meurt. C'est comme ça, le début du 1er tome, c'est ça, sauf qu'elle va revenir à la vie quand elle a 12 ans. Oui, cette fille est censée avoir 12 ans. Je ne sais pas dans quel univers elle peut avoir 12 ans, mais elle a 12 ans dans cet univers-là. Ça aussi, ça me dérange. Elle a 12 ans et elle retrouve son papa qui était décédé dans son ancienne vie, donc elle s'accroche très fort à son papa et elle retrouve ce jeune homme qu'elle avait connu du coup dans sa jeunesse, qui était toujours très froid et distant avec elle, sauf qu'elle sait que c'est à cause de lui qu'elle a été assassinée, enfin qu'elle a été tuée. Du coup elle a une relation un peu bizarre à lui, elle va essayer de reprendre en main son destin, mais elle va rencontrer plein de personnages, donc là on voit cheveux rouges, cheveux rouge-orange, c'est pas trop. On rencontre aussi cheveux verts. Le 2e tome c'est surtout sur cheveux verts. Dans le 3e tome ouais je connais pas le nom des personnages donc on se réfère à la couleur des cheveux. Dans le 3e tome on suit plutôt ce garçon là, un petit peu le garçon aux cheveux verts qui est son ami un petit peu relation tendancieuse quand même, alors qu'elle a 12 ans, voilà. Et on suit aussi le prince, enfin l'homme à qui elle était plus ou moins promise, donc cheveux bleus. Et c'était bien d'avoir un peu plus d'éléments sur lui parce que c'est lui qui m'intrigue et j'ai envie de savoir leur relation, sauf qu'en tome 3 il n'y a rien qui avance et c'est super lent et j'en peux plus. Donc je verrai le tome 4 et si vraiment ça garde cette lenteur et qu'il n'y a rien de plus, j'abandonne. Quoi, vraiment je revendrai les tomes et j'abandonnerai cette saga parce que on n'a pas le temps et l'argent pour investir dans des trucs qui mettent des plombes à démarrer et que ça aille pas dans les directions dans lesquelles on s'attendait. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en 2023, parce que oui du coup ça clôturait l'année 2023, c'est Je ne suis pas la fille mexicaine dont vous rêviez de Erika L. Sanchez, que j'avais reçu pour Noël. Et quelle déception! Vraiment je n'ai pas aimé ce livre, je vais vous expliquer pourquoi évidemment. Ici on suit Julia dont la sœur va décéder, elle va être écrasée, tout allait bien dans sa vie, d'un seul coup elle est écrasée. Et toutes les attentes de la famille vont finir par se reporter sur Julia. Et le problème c'est que
Olga, qui était la grande sœur, c'était la fille mexicaine parfaite qui suivait des cours du soir à la fac, qui travaillait dans un hôtel je crois, qui aidait sa mère aussi à faire des ménages pour apporter de l'argent à la famille, qui prenait vraiment grand soin de ses parents et de toutes les personnes alentours, qui cuisinait, qui faisait le ménage, qui faisait tout, vraiment elle faisait tout Olga. Et on a Julia qui rêve d'indépendance, qui rêve de devenir autrice je crois, ou poétesse, je sais pas, l'un des deux, femme de lettres, on va dire ça comme ça. Elle rêve d'aller à New York et de fuir cette vie-là et de s'émanciper. Et du coup sa sœur décède et c'est à elle de prendre un peu la relève, sauf qu'elle est pas comme ça. Et sa famille le sait, mais en même temps ils se disent oui mais maintenant que sa sœur est morte elle va faire les choses, sauf que Julia elle a pas envie de changer. Et on suit du coup Julia qui doit faire le deuil de sa sœur, qui doit en même temps compenser les attentes de sa famille et ses propres rêves et ambitions. Et en même temps il y a tout un mystère, et c'est ça en fait qui m'a déçue, il y a tout un mystère concernant la mort d'Olga, parce que oui elle meurt de manière complètement banale, elle se fait écraser par une voiture je crois, elle passe derrière un bus, une voiture la voit pas et la fauche. Mais elle aurait un secret, sa sœur retrouve dans sa chambre une clé de chambre d'hôtel et elle aurait une relation avec un homme et elle comprend pas parce que ça correspond pas à sa sœur, et on est un peu sur ce mystère là, et en même temps Julia qui va renouer avec ses racines mexicaines, c'est un peu l'histoire qui se passe au Mexique. C'était très brouillon, j'ai pas du tout aimé, apparemment il va y avoir une adaptation, je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Je connais pas forcément beaucoup la culture hispanique, mais vraiment j'étais là, oui, enfin je sais que des gens risquent leur vie pour venir aux États-Unis, pour fuir tout ce qui se passe au Mexique. Je sais qu'il y a des guerres de gangs au Mexique, je sais qu'il y a un gros trafic de drogue au Mexique, mais j'étais là, ok, enfin vraiment je suis passée complètement à côté, j'ai pas été en empathie avec Julia, elle m'énervait la plupart du temps. Il y a tout ce truc d'enquête où je me dis, oh là là, qui était Olga? Mais qui était cette fille? Parce que vraiment, Julia elle est obsédée par ça, donc je me dis, oh là là, on va apprendre des trucs de fou. Et en fait la révélation, elle est nulle. Genre vraiment tout le truc sur cette enquête, c'était nul. Et ça aurait pu être bien ce côté de ah elle renoue avec ses origines, mais je trouve pas que ça apporte grand chose à l'histoire. S'il n'y avait pas eu ce pan là, ça aurait pas empêché l'évolution du personnage de Julia. Je pense pas que... Je sais pas, en fait si elle avait juste une conversation avec ses familles, si elle avait osé franchir ce pas qui est hyper difficile, c'est-à-dire la confrontation avec ses parents, sa vie aurait pu être un peu plus simple aussi, et elle aurait pu grandir davantage, parce que finalement, même quand elle va au Mexique, elle apprend de ses parents sans leur parler. Et bref, j'ai pas compris ce bouquin, je l'ai pas trouvé grand intérêt, alors que j'adore en plus sa collection Ellipsis, mais là vraiment j'ai pas aimé. Et voilà, c'en est tout pour mes lectures du mois de décembre de cette fin d'année 2023. Pas de coup de cœur en vue, donc la vidéo top 2023 que j'avais faite, elle est toujours d'actualité. D'ailleurs je vous remercie parce qu'on est bientôt à 2000 vues, ce qui est énorme pour moi, ok. Donc merci pour ça, et j'espère que vous aurez lu certains des livres que je vous ai conseillés, que vous allez les lire, ou que vous allez être tenté d'aller lire Kim Sung-Gae Kim, parce qu'il faut que j'en parle encore une fois dans une vidéo. Mais voilà, sachez que 2024 commence bien pour moi parce que j'ai lu 2 livres et que les 2 ont été des coups de cœur, dont celui-ci que vous voyez brièvement derrière. Mais j'en parle dans un vlog, parce que je suis en train de tourner un vlog en ce moment, donc je vais pas trop vous spoiler ici, mais 2 lectures cette année, 2 coups de cœur. On est pas mal, hein, le ratio est bon, surtout qu'en 2023 j'avais dû attendre avril pour avoir un premier coup de cœur roman, donc là je suis bien, je suis très contente, et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!